Bonsoir, nous sommes en direct sur Ici Paris, Île-de-France. Dimanche, premier tour des élections municipales. Nous vous proposons ce soir un débat pendant 1 heure avec les principaux partis politiques engagés dans cette élection sur différentes problématiques en Île-de-France, à savoir la sécurité, le logement, la mobilité et la réforme à venir du Grand Paris. Je vous présente nos invités. Catherine Iblette, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre de Renaissance, députée de Paris pour le groupe Ensemble pour la République. Vous êtes conseillère de Paris sortante aussi et candidate dans le 15e arrondissement en tant que tête de liste du candidat Horizon à Paris, Pierre-Yves Bournazel. Romain Eskenazi, bonsoir. Vous êtes député PS du Val d'Oise, porte-parole du groupe socialiste à l'Assemblée nationale. Vous êtes vous aussi un conseiller municipal sortant dans la commune de Montmorency et vous êtes candidat sur la liste de Yves Zuilly. Alexandre Touzet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes maire LR de Saint-Yon en Essonne. C'est une commune d'environ 1000 habitants dans le secteur d'Arpajon. Vous êtes candidat à votre propre succession. Votre liste est la seule d'ailleurs en compétition dans votre commune. Et vous êtes aussi vice-président du conseil départemental de l'Essonne en charge de la sécurité, un sujet sur lequel vous êtes un spécialiste. Et on en parlera bien sûr de la sécurité. Paul Vannier, bonsoir. Bonsoir. Député LFI du Val d'Oise, vous êtes monsieur élection à la France Insoumise. Vous êtes aussi candidat à Argenteuil sur la liste de Yacine Zegli. Mais c'est une candidature de soutien puisque vous figurez en dernière position sur la liste. Et puis enfin, Aymeric Durox, bonsoir. Bonsoir. Sénateur du Rassemblement national en Seine-et-Marne, conseiller régional d'Île-de-France également et président du groupe RN à la région. Vous êtes aussi coordinateur du parti en Île-de-France. Merci beaucoup à vous d'être présent ce soir. J'ajoute que ce débat est accessible aux personnes sourdes et malentendantes. Et puis, on en parlait avant de commencer cet entretien, mais j'informe les téléspectateurs que pour respecter les règles de l'Arcom sur les temps de parole, nous n'évoquerons pas la campagne dans vos communes respectives pour éviter d'y ouvrir des temps de parole. L'Île-de-France compte 717 communes de plus de 1000 habitants selon l'Institut Paris Région qui avait fait une étude sur les municipales de 2020. Alors, que disait cette étude ? 105 communes de plus de 1000 habitants étiquetées à gauche, 223 avec une majorité municipale de droite, 47 rattachées au centre, donc 5 d'entre elles expressément étiquetées à l'époque LREM. Et puis le reste, eh bien, ce sont des communes gérées par des maires sans étiquette ou classées en divers. En 2020, toujours selon l'Institut Paris Région, 2/3 des maires sortants avaient été reconduits par les électeurs. Et cette prime aux sortants devrait encore jouer, en tout cas pour cette élection municipale. 61% des sondés souhaitent la reconduction du maire sortant de leur commune, selon une étude Ipsos BVA pour le Cevipof, la Fondation Jean Jaurès et Le Monde. Alexandre Touzet, cette prime aux sortants, est-ce qu'elle vous permet d'aborder, pour vous les Républicains, d'aborder cette élection avec confiance, à défaut d'engranger de véritables résultats électoraux au niveau national ? Je crois, au-delà des étiquettes politiques, cette prime aux sortants, que ce soit des élus de gauche ou des élus de droite, elle existe parce que c'est un mandat qui est en contact direct avec les habitants. Moi, ma commune, elle fait 930 habitants, ils me voient tous les jours amener mon gamin à l'école. Et c'est comme ça dans beaucoup de petites communes, ou même des communes de 10 ou 15 000 habitants, vous rencontrez le maire tous les jours. Et cette prime aux sortants, elle s'exprime parce que les maires sont des élus qui sont appréciés parce qu'ils sont au contact direct des Français, des Franciliens, de leurs compatriotes, et ils essaient de résoudre leurs problèmes, bien au-delà des questions partisanes et des débats parfois agités qu'on peut connaître à l'Assemblée nationale. Néanmoins, il y a quand même, vous êtes un peu pris sur une concurrence avec le Rassemblement national dans certaines franges du territoire. Est-ce qu'elle vous inquiète, cette concurrence du Rassemblement national ? Effectivement, on peut avoir, et on en discutait préalablement sur le plateau, une partie des franges du territoire de l'Île-de-France où nos concitoyens peuvent avoir le sentiment d'être abandonnés. Et c'est, je veux dire, tout notre rôle de dire qu'on ne peut pas tout donner, mais qu'on peut au quotidien améliorer la situation de nos quotidiens et pas laisser nos concitoyens aller dire se gilet jaunisé, mais dire voilà, on est dans un territoire qui a des difficultés, mais on essaye au quotidien d'apporter des réponses. Et c'est ça le rôle du maire, c'est apaiser, c'est apporter des solutions concrètes. Et c'est sortir des fois, très souvent, parce que vous savez que ce soit des maires ou des maires de gauche ou de droite, moi j'en reconnais qui sont des amis, qui sont toutes sensibilités politiques, c'est notre travail au quotidien d'apaiser, d'apporter des solutions concrètes. Et dans un monde qui est en basculement,
dans une société nationale où on a des débats à l'Assemblée nationale qui sont d'un autre ordre, où les Français ne comprennent plus rien, d'apporter de la sécurité, d'avoir l'accompagnement, de la bienveillance vis-à-vis de nos habitants. Voilà. Donc je suis assez serein, oui, parce que je pense qu'il y a beaucoup de maires qui ont fait leur boulot et qu'il faut les remercier globalement, au-delà des sensibilités partisanes. Aymeric Durox, le RN, l'Île-de-France n'était pas une terre d'élection pour le RN jusqu'à récemment. Il y a maintenant, je parle sous votre contrôle, 4 députés RN et un sénateur dont c'est vous. Quels sont vos objectifs dans cette campagne? Ou est-ce que vous visez clairement des communes? Écoutez, nous sommes très optimistes au regard de ces élections municipales qui arrivent. Tout d'abord, au vu du nombre de candidatures qui sont les nôtres. Nous avions 19 listes en 2020, nous sommes 58 listes réparties sur tout le territoire francilien, soit une augmentation exactement de 224%. Des listes qui sont estampillées RN, clairement? RN, UDR, parce que maintenant nous avons des alliés. Nous avons des alliés aussi avec le RPR. Donc 58 listes, c'est très conséquent pour nous, en tout cas à l'échelle de l'Île-de-France, avec des perspectives de victoire là aussi. On peut, dans les Yvelines, reprendre Mantes-la-Ville. On peut, dans le 95, prendre Saint-Brice-sous-Forêt. Et bien sûr, dans le navire amiral de la droite nationale, en Seine-et-Marne, on peut prendre plusieurs communes. Je pense à Mouroux, je pense à Ozoir-la-Ferrière ou à Villeparisis. Et donc, on est en train de se transformer en Île-de-France d'un parti de masse à un parti d'élus, ce qui sera la première étape vers l'alternance que nous souhaitons en 2027. Est-ce que vous soutenez aussi des maires, parce que c'est un objectif de votre parti dans cette région francilienne, sans qu'il y ait forcément l'étiquette RN sur la liste? Alors, il y avait une contrepartie aussi, il s'engage à vous soutenir à la présidentielle. Alors, vous évoquez certainement ces chartes. Et il y a eu en Seine-et-Marne, par exemple, une charte sur une ville de 6 000 habitants. Mais plus généralement... Dans le Sud-Essonne aussi. Dans le Sud-Essonne, peut-être. Mais plus généralement, dans les franges de l'Île-de-France périphérique, là où nos scores sont très importants, en réalité, et j'en suis la preuve, sinon je ne serais pas devant vous en tant que sénateur, de nombreux élus votent déjà pour nous. Et donc, sans que ce soit des liens officiels ou des soutiens officiels, il y a déjà une fusion des électorats de droite et des patriotes en général qui font que nous aurons de toute façon beaucoup d'élus. Nous sommes là pour durer et nous sommes là pour longtemps. Paul Vannier, la France insoumise, elle est aussi en conquête sur certaines parties du territoire francilien. Vos objectifs, ils sont principalement sur l'ancienne ceinture rouge? Écoutez, en 2020, nous avions soutenu des dynamiques citoyennes aux élections municipales et cette fois, nous abordons avec beaucoup d'ambition ce scrutin. Nous sommes présents dans plus de 100 communes en Île-de-France avec la volonté de l'emporter à La Courneuve, à Saint-Denis, à Aubervilliers, à Valenton, à Argenteuil, à Bezons, à Évry, dans beaucoup de communes et des communes d'importance de l'Île-de-France. L'enjeu, c'est quoi pour les Franciliennes et les Franciliens qui nous regardent? C'est de pouvoir, grâce à ces élections municipales, disposer d'équipes qui vont mener des politiques alternatives répondant aux besoins sociaux, écologiques des habitants, des boucliers face à la politique d'Emmanuel Macron, face à la montée des idées de l'extrême droite, des boucliers pour protéger les services publics du quotidien, des boucliers face à la montée du racisme, et puis de désigner des élus, des maires nouveaux, une nouvelle génération d'élus, des élus différents. Des élus qui ne disparaîtront pas, des élus qui seront sur le terrain, des élus qui ne renonceront pas à leurs promesses et qui rendront des comptes. Voilà ce que nous proposons. Et les Insoumis, partout, avec parfois des partenaires et avec l'ambition de changer la vie des gens à partir du 22 mars. À un an de la présidentielle, est-ce que l'objectif, c'est aussi de se jauger par rapport au Parti socialiste ? Pas par rapport au Parti socialiste. Notre sujet n'est pas le Parti socialiste, notre sujet, ce sont les Françaises et les Français. Vous avez raison de dire que cette élection municipale, elle s'inscrit dans un contexte très particulier, très national. Nous faisons chaque semaine en Île-de-France des dizaines de meetings, nos salles débordent et beaucoup de celles et ceux qui viennent nous rencontrer sont souvent présents pour la première fois des rassemblements politiques pour soutenir des candidats. Mais c'est vrai qu'ils s'inscrivent aussi dans la perspective qui vient, celle d'une bataille nationale qui sera décisive pour l'avenir du pays. Et la France insoumise aspire à constituer dans ces élections municipales un front antifasciste pour empêcher la montée du pire et se préparer à l'élection de 2027. Il y a une question qui se pose dans pas mal de communes, c'est est-ce que la France insoumise et le reste de la gauche pourraient s'unir au second tour? On sait qu'il y a des endroits, on ne va peut-être pas les citer forcément, mais c'est compliqué, même s'il y a des endroits où l'union est déjà faite, localement. Nous le proposons. Là où il y a des convergences de fond, avec les communistes, elles sont souvent plus simples à identifier, nous proposerons des fusions programmatiques. Et puis, là où il y a des différences, elles sont très fortes avec le Parti socialiste, mais nous faisons la différence entre la gauche
et l'extrême droite, une droite en train de s'extrémiser. Et pour lui barrer la route, pour empêcher des bascules, nous proposerons partout des fusions qu'on dit techniques. Qu'est-ce que c'est une fusion technique? C'est une fusion qui permet de se retrouver pour empêcher le pire, tout en garantissant la représentation la plus large au sein du conseil municipal et l'indépendance de chaque composante dans la future instance municipale. La question de l'union, Romain Eskenazi, au Parti socialiste, est-ce qu'elle est envisageable avec la France insoumise ? Écoutez, je pense qu'on a ce point commun avec Paul Vannier, qu'on n'a jamais considéré que le Parti socialiste et la France insoumise étaient des alliés. Nous sommes des concurrents, il peut arriver que des concurrents aient un intérêt commun, notamment, effectivement, faire barrage au Rassemblement national. C'était le sens du nouveau Front populaire en 2024. Nous étions concurrents aux élections européennes un mois avant, nous étions concurrents sur à peu près toutes les élections. Je rappelle que la France insoumise s'est constituée à partir du Parti socialiste pour, effectivement, redonner une dynamique à gauche, selon eux. Pour empêcher la disparition de la gauche que le Parti socialiste voilà, allait... très bien. Moi, simplement, donc, moi, je m'inscris dans cette cohérence-là. Et donc, nous travaillons en lien avec les communistes et les écologistes dans de nombreuses communes depuis de nombreuses années. Mais je considère qu'en termes de clarification à la fois de projets et dans la perspective des élections présidentielles et législatives pour lesquelles il n'y aura pas d'accord, il me paraît plus cohérent, effectivement, et plus efficace pour battre le Rassemblement national de rester sur nos projets, tout à fait. Mais est-ce qu'elle vous inquiète, cette concurrence de la France insoumise dans certains territoires? Enfin, on parlait de la Seine-Saint-Denis, peut-être aussi le Val d'Oise. Inquiète, non. Moi, je trouve qu'il est légitime qu'il y ait sur la gauche du Parti socialiste une gauche qui soit plus radicale. Nous nous inscrivons dans une longue histoire de politique locale. Le Parti socialiste a conquis le pouvoir en 80, d'abord en prenant des villes et en développant ce qu'on a même appelé le socialisme municipal, en essayant de changer la vie des gens concrètement sur la question de l'éducation, de l'accès au sport, à la culture pour tous, des MJC, de la question du logement. Donc, effectivement, nous sommes un parti d'élus locaux. On le voit d'ailleurs dans la composition du groupe à l'Assemblée nationale. Une écrasante majorité des 69 députés viennent de leur territoire, sont des anciens conseillers départementaux, présidents d'agglomération ou maires. Et effectivement, nous avons beaucoup de mairies à conserver, mais aussi des mairies à conquérir pour améliorer la vie des Français. Rapidement, Paul Vannier. C'est important. Moi, je le dis clairement pour la France insoumise, nous proposerons l'union au second tour. Mon voisin du Parti socialiste ne l'a pas fait, et donc je le dis à tous les électeurs de gauche qui nous écoutent ce soir, le vote utile à gauche, c'est le vote pour les listes insoumises, car ce sont les seuls à proposer partout le rassemblement de la gauche pour battre la droite et l'extrême droite au second tour. Non, enfin, selon moi, la qualité d'une campagne et une victoire ne se fait pas en additionnant des logos. On l'a vu d'ailleurs aux dernières élections où des partis seuls, sans alliés, c'est eux qui ont dominé l'espace politique. Et je vous mets dedans d'ailleurs sur 2022. Vous n'aviez pas d'alliés en 2022 à l'élection présidentielle. Donc on voit bien que ce n'est pas l'addition des logos qui convainc les électeurs, mais c'est la construction du projet, est-ce qu'il répond vraiment aux attentes des Françaises et des Français, la cohérence globale d'une équipe, et je n'ai pas l'impression que c'est en additionnant des listes au second tour, les choses sont claires. La guerre au premier tour, qui n'ont pas de cohérence de projet, qu'on sera le plus efficace pour battre le Rassemblement national au regard du rejet que suscite aujourd'hui la France insoumise sur le nombre des électeurs. On va finir de donner la parole à Catherine Ibled pour Renaissance. Votre parti semble survoler un peu ces municipales. Il y a très peu de candidats estampillés Renaissance. Ils sont souvent dans des listes menées soit par Horizon, soit même par les LR. Est-ce que ce n'est pas le risque d'effacement du parti, tout simplement ? Alors, pas du tout. Nous sommes un jeune parti. Aujourd'hui, nous avons 350 têtes de liste qui sont des candidats Renaissance. Et effectivement, nous avons fait des coalitions avec des personnes avec qui nous estimions pouvoir porter les couleurs et surtout porter des valeurs. Parce qu'en fait, pour nous, l'important, c'est vraiment de proposer aux Franciliens, aux Parisiennes, aux Parisiens des solutions concrètes pour le quotidien. C'est de respecter les valeurs que nous portons au sein de notre parti, au sein de Renaissance. Et nous n'avons pas du tout l'intention, comme vous le disiez, d'enjamber cette élection, mais bien au contraire, d'être présents et d'avoir le plus d'élus possible à l'issue du second tour de ces municipales. Avec un objectif peut-être pour les prochaines élections sénatoriales ? Alors, on va déjà passer les municipales. C'est, je pense, l'échéance qui nous intéresse aussi aujourd'hui. Plus de... Alors, ça ne vous a pas échappé, effectivement, que les sénatoriales dépendent des municipales. Mais voilà, aujourd'hui, l'idée, c'est vraiment de pouvoir avoir des représentants du parti Renaissance et de faire des coalitions avec les partis avec lesquels nous pouvons travailler ensemble pour avoir le plus d'élus municipaux sur l'ensemble, je vous disais, donc, de l'Île-de-France, du Grand Paris et évidemment de Paris.
Alors, c'est l'une des premières préoccupations des Français pour ces municipales. La sécurité, comment les communes peuvent répondre à ce besoin de sécurité exprimé par les électeurs. D'abord, on va voir peut-être quelques chiffres en Ile-de-France avec des indicateurs en hausse pour en 2025 comparé à 2016. Pour les violences physiques hors cadre familial, plus 2,3%. Les violences sexuelles, plus 15,3%. Trafic de stupéfiants, plus 6,4%. Les escroqueries et fraudes aux moyens de paiement, plus 4,2%. Il y a des indicateurs, des évolutions négatives, mais qui sont positives quand on parle de sécurité. C'est le cas des destructions et dégradations volontaires, moins 2,2% par rapport à 2016, mais en hausse par rapport à 2024 de 3%. En revanche, tendance à la baisse et de façon continue pour les cambriolages de logements, moins 3,3%, et pour les vols de véhicules, moins 11,3%. Alors, le maire, c'est vrai qu'il est quand même le pilote de la politique locale de prévention et de la délinquance. La sécurité, elle fait partie de ses prérogatives. Mais on a l'impression qu'on demande aux communes de faire toujours plus et de pallier peut-être les carences de l'État. Comment peuvent répondre les communes à ce besoin de sécurité, Alexandre Touzet? Alors sur la sécurité, moi je distinguerais 3 étapes un peu progressives. La première chose, c'est le volet prévention, puisque les maires ont une compétence en termes de prévention de la délinquance. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut réfléchir, parce qu'on a une prévention de la délinquance qui est axée collège-lycée. Et aujourd'hui, on voit bien que les jeunes, ils évoluent CM1, CM2, 6e. Et je pense que les maires ont une action concrète à faire. Par exemple, on peut travailler dans les écoles primaires pour prévenir, détecter, accompagner. On a un vrai sujet de parentalité aujourd'hui et des déficiences éducatives qui font que des jeunes tournent mal. On a une vraie question à la fois de soutien, mais aussi de mobilisation à la parentalité. On a le volet, j'allais dire, espace public. Comment on lutte contre les dégradations. Et ça concerne une partie plus importante de la société, parce qu'avant, c'était quelques personnes, et on voit bien qu'il y a une partie de plus en plus importante, parfois de la classe moyenne, qui se laisse aller à des dégradations, à une mauvaise utilisation de l'espace public. Et je pense que c'est le rôle du maire d'être très ferme sur cette question des incivilités en général. Et puis, il y a la question de la sécurité, et on arrive à différents niveaux, puisqu'on ne peut pas comparer l'incivilité et puis le narcotrafic. Et on voit bien que c'est un sujet qui concerne y compris les secteurs ruraux, qui sont des secteurs de transit, qui sont parfois concernés par des points de deal, y compris moi, à 3 km de chez moi, j'ai un point de deal qui est vraiment très inclusif et très résistant. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous, on a fait le choix de développer une police municipale intercommunale, puisqu'on est dans les secteurs ruraux où on ne peut pas avoir... Voilà, donc on développe une police. Je pense qu'il faudra que la loi, c'est en cours de discussion, donne aux polices municipales un peu plus de prérogatives. C'est ça, on est en train de discuter au Parlement d'élargir les prérogatives de la police municipale pour les communes qui le souhaiteraient d'ailleurs. Notamment des amendes forfaitaires et donc d'aller plus loin dans la partie police judiciaire, mais en étant dans un juste milieu, c'est-à-dire qu'il faut que la police municipale reste une police de proximité et qu'elle ne soit pas noyée sur la procédure pénale. C'est extrêmement important si on souhaite que notre police municipale soit sur le terrain et non pas derrière un ordinateur à faire des PV. Et puis, dernier pilier, je pense qu'il faut qu'on développe la vidéoprotection, mais pas simplement le nombre de caméras, c'est l'utilisation qu'on peut faire. Et là-dessus, il y a les algorithmes. Moi, je suis dans un département, par exemple, il y a beaucoup de RICS. Ça m'intéresse d'avoir un algorithme qui détecte près d'un collège un corps qui tombe. Voilà. C'est aussi, quand on parle de trafic de stupes, tout ce qu'on appelle le LAPI, lecture automatisée des plaques d'immatriculation, qui permet de suivre, par exemple... Ça aussi, les policiers municipaux pourraient les consulter si la loi passe. Alors, pour certaines verbalisations, mais ça concerne surtout la police, c'est-à-dire que ce sera les communes qui les mettraient en place, et la police et la gendarmerie permettraient de détecter sur des longs trajets, que ce soit du terrorisme, du narcotrafic. Par exemple, un véhicule qui partirait de chez moi tous les jours vers les Pays-Bas ou toutes les semaines vers les Pays-Bas, on pourrait le détecter par sa plaque, par sa typologie, etc. Et donc, il faut qu'on développe des moyens, parce qu'on voit bien que si on évoque la question du narcotrafic, c'est en train de bousculer extrêmement fortement notre État en termes de corruption, de magistrats, de gardiens de prison. Et chacun doit prendre sa part dans la lutte, c'est ce que vous dites, y compris la police municipale. Juste peut-être d'abord ce chiffre avant de vous donner la parole, Paul Vannier. 6 463 agents de police municipale hors ASVP, c'était le nombre d'agents de police municipale en Ile-de-France en 2024. Il y en avait 4 274 en 2019. Alors c'est vrai que entre-temps, il y a une police municipale importante qui est arrivée, c'est la police municipale à Paris, mais en France, on avait plus de 28 000 agents de police municipale. Mes chiffres, je vais les retrouver. Il y en avait en 97 que 12 000 en France.
Est-ce que c'est le rôle de la police municipale de devenir des auxiliaires quelque part de la police nationale? Non, et d'ailleurs, ça me permet de rappeler que c'est d'abord une mission de l'État, que la sécurité, la tranquillité publique, l'ordre public, et rappeler que nous pâtissons encore de choix budgétaires, politiques. Les 10 000 suppressions de postes de Nicolas Sarkozy dans les rangs de la police nationale, nous en subissons encore les conséquences dans un grand nombre de territoires franciliens avec un manque de présence policière. Et il faut redire que l'État doit assumer au premier chef cette prérogative. D'autant que lorsque nous faisons face à des phénomènes qui sont très graves et qui pourrissent la vie des habitants, la question du narcotrafic, ce n'est pas la police municipale qui va démanteler des réseaux de narcotrafiquants, c'est la police judiciaire, c'est-à-dire qu'elle a été très mise à mal par de récentes réformes conduites par les gouvernements de M. Macron, mais c'est là que nous pouvons agir véritablement pour changer les choses et pour rétablir, au fond, la puissance de la loi. Pour ce qui est de la police municipale, nous y sommes, nous, favorables dès lors qu'elle est tournée vers une logique de proximité, de présence humaine sur le terrain. Et je le dis, monsieur, vous souhaitez des algorithmes pour détecter la chute d'un adolescent sur le parvis d'un collège. Ben moi, je préfère de la présence humaine. Je préfère des agents de terrain, des médiateurs, des policiers municipaux, de la présence dans la rue. Et il y a des dépenses qui, de ce point de vue-là, mériteraient d'être réorientées. Et s'il y avait des maires insoumis, eh bien, ils feraient des choix. Et nous arrêterions d'investir aussi massivement que c'est le cas aujourd'hui dans la vidéosurveillance. Avec le prix de 2 caméras de vidéosurveillance, vous financez la présence d'un agent de police municipale sur le terrain. Est-ce qu'il doit être armé? Ils ne doivent pas être armés de notre point de vue, pas d'armes létales, puisque, là encore, la mission de la police municipale, ça n'est pas de s'interposer dans le cadre d'un braquage de banque ou d'une prise d'otage, par exemple. Mais j'insiste là-dessus. La question pour nous est celle de la présence humaine, du lien avec la population, là où il y a une rupture dans le lien police-population. Une rupture qui est liée à au fond, une logique une politique très sécuritaire, une politique du chiffre qui crée de la tension entre police et population. La police municipale doit renouer ce lien. Elle doit être au contact des habitants, les connaître, faire de la prévention, pouvoir bien sûr faire de la répression quand c'est nécessaire, mais nous voulons plus d'humains. Et nous sommes prêts à financer cette présence humaine à travers des économies que nous tirerons en cessant ces investissements qui sont par ailleurs inefficaces. Juste m'arrête sur ce chiffre. Il y a un rapport de la gendarmerie qui le dit. La vidéosurveillance n'aide à élucider que 1% des affaires. C'est donc une politique très démagogique, très inefficace. Et nous proposons un autre chemin, celui de la présence humaine. Aymeric Durox. Oui, ce n'est pas du tout ce que me disent tous les maires que je rencontre. La vidéoprotection est un véritable succès. Tous les maires que je rencontre, même ceux qui étaient dubitatifs quant à l'usage de la vidéoprotection, disent qu'il y a un avant et un après. Il suffit de 2 caméras en réalité aux entrées et aux sorties du village pour voir un certain nombre d'incivilités, mais même aussi des points de deal fuir. Et ils fuient où? Là où il n'y a pas de caméra. Donc en réalité, la vidéoprotection, ça marche. Couplé à une police municipale, les chiffres que vous avez montrés sur l'augmentation montrent que tous les maires, toutes tendances confondues, se rendent compte qu'en réalité, la police municipale, dans bien des égards, est indispensable. Elle n'est pas concurrente, elle est complémentaire de la police nationale qui ne peut pas tout faire. La police municipale non plus ne peut pas tout faire. Il est faux de dire qu'il suffirait de mettre des policiers municipaux. Ça coûte assez cher, ça coûte très cher. D'ailleurs, il y a une concurrence en Ile-de-France. Un policier municipal chargé, c'est à peu près 50 000 €. Et les communes, parfois, se font concurrence. Par ailleurs, il faut aussi évidemment les armer, ce n'a pas été évoqué. Un policier municipal qui n'est pas armé ne vient pas dans votre commune parce que c'est une cible. Donc il faut les armer, couplé à une vidéoprotection et couplé à une vision protectrice du maire et de ses habitants, évidemment. Et une police municipale aux prérogatives élargies? C'est une loi sénatoriale, d'origine sénatoriale, qui n'est pas encore passée à l'Assemblée nationale. Et oui, en effet, sur un certain nombre de contrôles, comme les contrôles d'alcoolémie, sur un certain nombre d'accès à certains fichiers qui n'étaient pas jusqu'à présent, ça va dans le bon sens. Quant aux polices intercommunales, ça peut être une bonne idée pour certaines petites communes qui n'ont pas les moyens d'avoir des agents, mais parfois ça se fait au détriment et au bénéfice de la grosse commune centrale et au détriment des petites communes. Donc il faut là un juste emploi et une juste répartition. Romain Esquenazi, sur la sécurité. Écoutez, j'entends notamment sur l'armement de la police municipale, je viens d'entendre 2 visions extrêmement nationales. Il faut les armer partout, il faut les armer nulle part. C'est très déconnecté de la réalité des territoires. Chaque maire est compétent aujourd'hui, il connaît son territoire et il peut connaître les besoins et des missions différenciées de la police municipale. Moi, je tiens à ce que les maires gardent cette prérogative. J'ai dans ma circonscription le maire de Sarcelles qui a souhaité armer sa police municipale et j'ai le maire de Gonesse qui a décidé de ne pas armer sa police municipale. C'est aussi en fonction de la réalité des effectifs de police nationale.
nationale, des missions qui leur sont confiées. Et ça me paraît essentiel d'adapter la politique de sécurité à la réalité du territoire, sans doctrine idéologique globale et nationale pour tous les territoires. Donc c'est au cas par cas, même y compris les Je compétences partage qu'on donne à une la partie police de ce qui a été dit sur la vidéo. Je vois une surenchère dans la campagne électorale des candidats de droite ou d'extrême droite. Moi, je veux les doubler, moi, je veux les tripler, moi, je veux les quadrupler. C'est la politique publique, et c'est démontré par toutes les études politiques, qui coûte à la fois le plus cher et pour lequel il y a de moins d'études qui démontrent leur efficacité réelle. Je ne suis pas dogmatique en disant que ça ne sert à rien. Vous avez raison, monsieur, à l'entrée ou sortie des villages, devant l'établissement scolaire, dans les gares. Il y a des endroits stratégiques sur lesquels ça peut évidemment faire partie d'une politique globale de sécurité, mais les multiplier tous azimuts et en mettre à toutes les rues, c'est d'une inefficacité absolue et c'est de l'argent qu'on jette par la fenêtre, effectivement au détriment d'effectifs humains qui peuvent être des policiers municipaux, mais le mot a été dit, également des éducateurs de prévention spécialisés, également des médiateurs, et la politique du maire, ça peut être aussi une politique d'aménagement. Parfois, vous avez des endroits qui ne sont pas sécurisés parce que c'est une question d'aménagement du territoire, c'est une question de lumière dans un parking, d'éclairage dans une allée, et ça doit être fait en lien avec la population. C'est pour cela que nous mettons également la concertation citoyenne, la réinstauration partout où on le peut de conseils de quartier pour entendre les bailleurs, les policiers, les associations, les habitants pour mieux identifier les problèmes de sécurité et mieux les régler ensuite. Catherine Ibled. Oui, alors effectivement, pour moi, la sécurité, c'est un droit fondamental. Comme vous le disiez, en fait, c'est suite au Beauvau des polices municipales qui a été créé à l'initiative de Gabriel Attal en 2024 que nous allons effectivement avoir le projet de loi qui est passé au Sénat, qui arrive bientôt à l'Assemblée nationale sur l'extension des compétences de la police municipale. Et je voulais aussi saluer M. Vannier, parce que pour une fois, il parle en de très bons termes de la police municipale et de la police nationale. Donc on n'est pas tellement habitué. Voilà. Donc on n'est pas habitué à ce genre de discours. Donc voilà. Oui, absolument. Dans votre programme, vous avez le versement des gendarmes à la police nationale, sauf la garde républicaine. Pure fake news, C'est dans on est habitué dans avec votre la droite. programme. Voilà. C'est dans Alors, votre du programme. coup, Je le connais, monsieur. C'est Mon dans programme, votre vous racontez n'importe Moi, quoi. Vous supprimez la gendarmerie, Permettre et vous, de le réaffectez, vous supprimez la militarité En tout de la cas, gendarmerie. et vous- Absolument n'importe quoi. Et vous dites que non. Lisez. Catherine Alors, Ibled, moi, continuez. du coup, je pense qu'effectivement, il faut une police municipale plus nombreuse, mieux formée et armée, parce qu'aujourd'hui, il faut faire face à une dangerosité plus importante. Il faut aussi, à mon avis, on n'en a pas parlé ici, c'est aussi renforcer la police dans les transports, notamment pour les femmes, qui sont les premières victimes des agressions dans les transports. Donc pour moi, la sécurité dans les transports est un endroit, c'est essentiel. Et donc nous proposons cela dans nos programmes municipaux. Et on a aussi, effectivement, vous l'avez abordé, la sécurité et la lutte contre le narcotrafic. Ça passe aussi à l'Assemblée nationale. On a aussi des projets de loi sur ces sujets. Et je pense que la police municipale, la police nationale doivent tous travailler de concert et on doit renforcer l'action et des uns et des autres. Alors, on va passer à une autre problématique particulièrement importante pour ces municipales, c'est la question du logement. Catherine Ibled, je vais vous laisser la parole. Le logement coûte de plus en plus cher aux Français, a fortiori en Ile-de-France, avec des loyers qui représentent parfois plus de 30% des revenus. Certains territoires très denses appliquent l'encadrement des loyers. Il y a aussi 800 000 ménages environ qui attendent un logement social dans la région. 1,3 million de franciliens qui sont concernés par le mal-logement. Et le secteur de la construction, lui, il est en crise. 20 à 30% de permis de construire en moins par rapport à 2022, selon un rapport sénatorial. Crise du BTP, mais aussi refus dans certains territoires de la densification par laquelle on est souvent obligé de passer pour construire du logement. Comment est-ce qu'on répond à ces différentes problématiques ? Alors, on répond à ces problématiques par deux choses. En créant du logement, et donc, par exemple, c'est pas en préemptant sur du logement privé qu'on arrive à créer du logement social. C'est-à-dire cette politique qui consiste à acheter du logement existant privé et à le convertir en logement social. Ça n'apporte aucun logement, donc ça ne règle pas le problème. À Paris, nous avons 270 000 personnes qui habitent dans le logement social et 290 000 demandes. Donc, effectivement, là, il y a une dichotomie entre l'offre et la demande. Et surtout, aujourd'hui, je pense qu'il est nécessaire de regarder au-delà. Moi, je parle de Paris, mais il faut aller au-delà des frontières de Paris. Il faut penser le logement à l'échelle du Grand Paris, notamment en matière de construction, mais aussi en matière de privilégier notamment le logement social auprès des travailleurs. Nous avons une grosse problématique à Paris, en fait, des travailleurs qui travaillent à Paris, mais qui sont obligés de faire 1h30 de transport pour aller se loger ou en petite couronne ou en grande couronne. Donc nous, notre politique, c'est vraiment de pouvoir
pouvoir remettre du logement sur la table, c'est de pouvoir proposer du logement abordable et de remettre aussi du logement privé sur le marché du logement, puisqu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de logements vacants et les propriétaires sont très frileux pour les remettre sur Et comment on sur les la remet location. sur le marché, ces logements? Eh ben, on propose en fait une aide qui permet de sécuriser le paiement des loyers. Paul Vannier, sur la question du logement, c'est un peu général, mais... Oui, mais deux priorités pour nous. D'abord, le soutien aux locataires, qui sont pris à la gorge par l'augmentation des prix des loyers, surtout dans notre région. Hein. Le logement, c'est 30, 40, 50% parfois du budget de certains ménages. Chaque mois, Oui, c'est quand des ménages sont absolument- modestes, effectivement, ça va Exactement, bien c'est au-delà des 30%. absolument considérable. Et donc, nous voulons soutenir les locataires et d'abord veiller à l'encadrement des loyers. Il y a une loi qui existe et les maires insoumis demanderont, là où la loi ne s'applique pas, que leurs communes, lorsqu'elles sont éligibles, puissent bénéficier de cet encadrement des loyers et appuieront les locataires qui souvent sont seuls, sont isolés face à des propriétaires qui ne respectent pas la loi pour que cet encadrement prévale et que donc leur loyer soit contenu, soit même diminué pour faire face donc à cette dépense extrêmement importante. Et puis, vous l'avez dit, je suis candidat à Argenteuil. Dans ma ville, la question du mal logement, du logement insalubre est une question très importante. Et nous proposons l'installation de brigades du logement, des services municipaux chargés France d'aller Insoumise, bien sûr, France Insoumise, proposition de la d'aller France vérifier la situation des logements et de délivrer des permis de louer. C'est un outil dont les maires disposent pour empêcher les propriétaires de logements insalubres de mettre sur le marché des logements qui ensuite conduisent à abriter des gens dans des conditions qui sont déplorables. Donc soutien aux locataires, lutte contre le mal logement et bien sûr soutien à la construction de logements sociaux. On a besoin de logements sociaux et l'État, la région Île-de-France ont baissé les moyens qui sont consacrés à cette construction. Et bien les maires insoumis mettront le paquet, si j'ose dire, sur la construction de logements sociaux. Il y a 10% des franciliens qui sont en attente d'un logement social et le délai moyen, il est de 10 ans. Il faut absolument répondre à ce besoin. On rappelle la loi SRU, hein, c'est 25% de logements sociaux par commune, 20% dans les territoires moins tendus. L'Île-de-France n'est pas trop concernée par les territoires moins tendus quand on parle du logement. Il y a deux choses qui ont été évoquées, donc la construction de logements sociaux et l'encadrement des loyers. Alexandre Touzet. Ce sont des mesures ça fait 30 ans qu'on met des millions et des millions, et quand on compare par rapport aux autres pays européens, je vais par exemple comparer par rapport à l'Allemagne, on voit qu'on a un secteur locatif privé qui est beaucoup plus ouvert et beaucoup plus accessible. Donc il faut peut-être qu'on réfléchisse à un moment, si on n'a pas été très loin dans la bureaucratisation, dans l'empilement des normes. Aujourd'hui, moi je suis maire, je mets 3 ans à faire un PLU. Je ne peux pas faire moins. On a un empilement de normes qui posent sur les aménageurs, les constructeurs, alors, que personne ne respecte. Que personne ne respecte. On peut faire des contrôles thermiques sur les constructions neuves, on verra si les RT sont respectés. Je pense qu'à un moment, il faut débureaucratiser. Les RT, les normes environnementales. Environnementales. Je pense qu'à un moment, toutes ces normes qui se justifient prises individuellement, mais qui, en se compilant, deviennent terribles, on n'arrive plus à construire. Et donc, il faut déjà se dire, mais avant de mettre de l'argent public, est-ce que le secteur privé peut prendre le relais? Deuxièmement, on n'a plus de politique d'aménagement du territoire, c'est-à-dire que, en fait, faute de politique d'aménagement du territoire, on concentre les habitants là où le foncier est le plus cher. Parce que le vrai problème du logement, c'est le coût du foncier. Pourquoi beaucoup d'habitants viennent dans les franges de l'Île-de-France, là où j'habite? C'est parce qu'il y a un coût du foncier qui est inabordable. Et on n'a jamais réfléchi à comment on pouvait, sur le territoire, irriguer des villes moyennes, des petites villes, et pas faire qu'une politique de métropole. Et on le voit, on aide aujourd'hui... Donc une région un peu polycentrique. Oui, mais quand vous voyez les aides de l'État aux communes, moi j'ai un rapport de 1 à 10, voire 1 à 20 sur les subventions de l'État par rapport aux grandes villes. Comment je peux accueillir des habitants si je ne suis pas en mesure de financer des équipements publics, des écoles, etc. Et puis j'aurais une dernière proposition. Moi, je fais partie d'un secteur rural où on va avoir des problèmes de diminution de la démographie scolaire. On risque de fermer des écoles, des classes. Je pense que le logement social, si on donne aux maires le pouvoir d'affectation, et 100% du pouvoir d'affectation, dans nos secteurs ruraux, on peut... Moi, par exemple, j'ai des policiers qui travaillent dans le nord de l'Essonne, qui ont envie d'habiter chez moi parce qu'ils n'ont pas envie de voir leurs clients quand ils vont faire leurs courses avec leurs épouses. J'ai du personnel hospitalier, j'ai des enseignants. Je suis 100% d'accord pour les loger, mais il faut qu'on me donne le pouvoir d'affectation. Parce que si
mes habitants qui font 1 heure et demie de transport par jour pour avoir la tranquillité sociale, on ne maîtrise pas la population, là, ils diront non. Eric Durox. Je suis assez d'accord avec ce qu'il vient de dire. Et pour compléter les propos, il y a aussi un autre blocage dans les zones rurales ou semi-rurales, c'est la fameuse loi ZAN de 2021 qui contraint les maires et qui les empêche de se développer. Je vois beaucoup de maires qui me disent « j'ai plus de foncier, on m'a laissé 1 hectare ou alors des dents creuses. Je suis obligé de densifier, de mettre du R+1, 1 étage, 2 étages, etc. » Et ils n'ont pas envie ou parfois ils n'en ont pas les capacités. Donc il y a eu une tentative d'assouplir cette loi ZAN qui n'est pas encore passée à l'Assemblée nationale parce que si vous ne pouvez plus... loi zéro artificialisation qui empêche... Loi zéro artificialisation nette, oui, voilà. Qui empêche, qui restreint à 50% en moins d'ici 2050 les terres artificialisées. Et je ne dis pas qu'il faut tout artificialiser, évidemment, mais il faut un peu comment dirais-je, de laisser aller, il faut la possibilité aux maires de maîtriser leur foncier, parce que sinon, ça veut dire qu'on ne peut pas avoir de nouvelles constructions, on n'a pas de familles qui arrivent, ce sont les écoles qui ferment petit à petit, puis les commerces qui s'en vont, et puis les communes qui meurent. Et pour désengorger, en effet, Paris et la petite couronne, il faut permettre l'accession au foncier. Donc c'est une très mauvaise idée. Pensez certainement dans des ministères hors sol et déconnectés. Quant à Paris, une autre possibilité, c'est éventuellement, vous savez qu'on dispose en Ile-de-France de 6 millions de mètres carrés de bureaux. On pourrait imaginer, en changeant le PLU, l'affectation de ces bureaux en logement d'habitation, en transformer ne serait-ce que 500 000 pour avoir une réponse plus rapide et plus concrète. Romain Askenazi sur... J'aurais pas tout à fait... Il y a la loi zéro artificialisation nette. Sur le logement, aussi... la crise du logement que subissent clairement nos administrés. Quand on est député en Ile-de-France, la moitié de nos rendez-vous en permanence de circonscription, c'est des gens qui attendent des logements depuis 1, 2, 3, 4, 6 ans, qui vivent à 7 dans des 3 pièces. On arrive vraiment à des situations où les enfants et leurs enfants vivent toujours dans l'appartement familial parce qu'ils ne trouvent pas de logement. Donc il y a une réelle crise de logement qu'il faut prendre en compte. Et vous avez parfaitement raison, depuis que les usines d'automobiles sont parties, le moteur de l'économie française, c'est le bâtiment. Il est en panne et donc l'économie française est en panne. J'aurais pas la même analyse que vous, cher monsieur. Selon moi, ça n'est pas parce qu'il y a trop de normes environnementales ou sociales ou que sais-je qu'il n'y a pas de construction. C'est la manque de volonté politique de vos amis LR qui tiennent les 2 tiers des villes en Ile-de-France et qui assument de ne pas respecter la loi. Nous, on nous demande, mais alors allez-vous respecter la loi en tant que candidat ? Écoutez, je suis candidat pour être élu de la République, évidemment que je vais respecter la loi. Mais on assume parfaitement pour conserver son territoire, pour préserver les zones pavillonnaires, pour surtout ne pas densifier, pour ne surtout pas accueillir de nouvelles populations. Ces communes qui préfèrent payer des amendes. Évidemment, qui préfèrent payer des amendes que de respecter la loi. Et ils l'assument parfaitement. Donc nous, effectivement, les élus socialistes, nous assumons de prendre en compte cette crise de logement et d'engager des constructions pour pouvoir loger sans dénaturer les territoires. Il est tout à fait possible pour un maire de pouvoir, si on lui a pas retiré son droit de préemption parce qu'il ne respecte pas la loi, de pouvoir préempter un pavillon qui ne se vend pas, de le diviser en 3 ou 4 appartements et de pouvoir densifier sans construire et sans surdensifier sa commune. Donc ça commence par là. Et par ailleurs, il y a d'autres territoires, ce n'est pas le cas des villes moyennes, mais pour lesquels la concurrence des Airbnb est extrêmement forte. C'est le cas de la ville que vous montrez juste derrière vous en décor. Et donc il faut effectivement s'engager avec force pour faire en sorte de retirer ces meublés touristiques et de laisser de la place pour les habitants. Et pour ça, effectivement, il y a des propositions extrêmement fortes pour interdire tout simplement plus de tant de jours par an. Quand on part en vacances une semaine, on peut laisser son appartement, mais on n'investit pas à Paris en achetant un appartement pour que toute l'année, il soit exclusivement réservé aux touristes et pas aux Parisiens. Mais ça passe par l'Assemblée nationale, pour le coup, la limitation du nombre de... Il y a quand même des prérogatives qui sont possibles à l'échelle municipale dans l'état actuel de la loi. Lesquelles ? Eh bien, vous pouvez tout à fait prendre des arrêtés municipaux pour interdire de location de plus de tant de temps. Vous pouvez, la ville de Paris ou ses entités foncières peuvent acquérir justement des logements pour elles-mêmes les mettre en location. Donc il y a quand même dans l'état actuel de la loi des marges de manœuvre pour les maires qui auraient la volonté politique de répondre à cette crise du logement. Catherine Ibled. Oui, voilà, dans la crise du logement, je pense qu'on n'a pas aussi abordé la problématique en fait des logements qui sont des passoires thermiques. Et en fait, je pense qu'aujourd'hui, il y a aussi un gros travail à faire sur la rénovation du parc immobilier, du parc et privé, puisqu'il y a aussi des appartements dans le privé qui sont en mauvais état, et du parc social, puisque en fait, ça permettra aussi de reloger dignement les personnes qui habitent dans le parc social et qui aujourd'hui, de temps en temps, se retrouvent dans des situations, comme vous le disiez, assez épouvantables. Donc la rénovation thermique, c'est à mon avis un aussi des leviers essentiels pour remettre du logement digne en circulation. Vous dites ça, madame, vous êtes députée Renaissance et en même temps, vous faites passer par 49.3 des budgets qui coupent tous les fonds qui viennent en soutien aux collectivités et notamment aux communes pour
rénover thermiquement un certain nombre d'infrastructures et de bâtiments. Donc il y a un double discours sur ce plateau. Tout à l'heure, on parlait par exemple de la police municipale. C'est toujours des missions, des charges, des dépenses supplémentaires aux communes. Et on a des budgets de l'État, Renaissance, appuyés par LR, par les socialistes, qui baissent les dotations à ces mêmes communes. C'est 2 milliards de moins dans le budget de cette année. Et moi, je veux le dire parce qu'on ne peut pas demander toujours plus aux maires et aux équipes municipales en leur donnant toujours moins. De ce point de vue-là, il faut de la cohérence. Et quand sur les plateaux, on appelle à tout un tas de choses et qu'à l'Assemblée nationale, on retire des moyens aux communes, il y a une façon de se moquer des électeurs que moi, pour ma part, je n'accepte pas. Oui, mais il me semble que les logements qui sont indignes, ça ne date pas d'hier, du fait qu'ils n'ont pas été entretenus. Et donc je pense que vous aviez peut-être aussi votre part à une certaine époque pour remettre en état les logements qui n'ont pas été, ça, c'est votre politique soutenue par les socialistes et par LR. Depuis des décennies. Et ça ne date pas d'hier, y compris dans les régions dans lesquelles, y compris dans les villes dans lesquelles vous habitez. C'est le budget de cette année que vous avez fait passer par 49.3. Le logement indigne, ce n'est pas nouveau. Et s'il est indigne aujourd'hui, c'est parce qu'il a été mal entretenu pendant des années. Alors, je vous propose de passer à notre thème suivant, celui de la mobilité. C'est connecté aussi à la question du logement. Ça n'apparaît pas forcément dans les priorités des sondés sur les municipales, mais c'est un sujet important pour les franciliens, en particulier ceux de la zone dense, le Grand Paris. Pour les habitants aussi qui viennent travailler, les centres urbains se ferment de plus en plus à la voiture. Il faut apaiser la ville, faire de la place aux piétons, mobilité douce. Il faut la végétaliser aussi pour lutter contre les îlots de chaleur, pour lutter contre la pollution aussi. Quid d'ailleurs des zones à faible émission? Le dossier est toujours bloqué au Parlement. Et est-ce qu'il faut continuer sur cette voie au risque de continuer à braquer les automobilistes, voire même les commerçants qui se plaignent d'une perte de clientèle? Est-ce qu'il faut au contraire plus accompagner le mouvement? Cela pose la question du transport public. Qu'est-ce que vous prônez au Parti socialiste? Le problème, c'est qu'au Parti socialiste, on considère qu'intelligence rime avec nuance. Donc, on n'est pas pour le tout bagnole, comme on l'entend plutôt de ce côté-là, ni pour interdire strictement la voiture. Évidemment, il faut accompagner les transitions. Vous avez plus de 40 000 morts par an aux microparticules, donc on ne peut pas ne pas prendre en compte cette question de santé publique. On ne peut pas ne pas prendre en compte le réchauffement climatique provoqué par la circulation automobile. Donc il faut bien évidemment des plans de mobilité qui intègrent à la fois la place de la voiture, mais qui essaient effectivement de réduire cette part et d'encourager à la fois les transports en commun, à la fois les mobilités douces, les modes de transport alternatifs. Moi, j'ai beaucoup travaillé et circulé en voiture. On est tous dans les embouteillages, tout seul, dans sa voiture, à remplir le périphérique, les autoroutes qui viennent de Grande Couronne vers Paris. 1,04 passagers par véhicule en moyenne. Un seul passager par véhicule, voilà, encourager le covoiturage. Donc ça se fait à travers des plans de mobilité et pas effectivement du bricolage. Ça passe par des développements d'infrastructures lourdes. Vous savez qu'on développe en ce moment le Grand Paris Express. Eh bien, je vous informe que dans le Val d'Oise, il n'y a qu'une seule station de métro dans tout le département, plus d'1 million d'habitants. Oui, tout à fait, vous êtes opposé à l'arrivée de cette station de métro. Il y a quand même des centaines de milliers de personnes à moins de 5 km. Moi, personnellement, qui vis en banlieue parisienne, je vis à 5 km de la gare la plus proche. Donc si on prend 5 km à la ronde autour de cette gare, qui sera reliée par des BHNS, des pistes cyclables, ça concerne plusieurs dizaines de milliers de personnes qui n'ont qu'une gare de RERD pour se déplacer aujourd'hui. Donc il faut évidemment encourager le développement de transports en commun pour limiter l'utilisation de la voiture qui sature nos routes aujourd'hui en Ile-de-France, sans pour autant la proscrire totalement. Quand vous êtes en grande couronne, vous ne pouvez pas vous passer de votre voiture pour vous déplacer. Aymeric Durox. Tout à fait, ces zones de faible émission qui sont en réalité des zones de forte exclusion des classes moyennes, exclusion des classes populaires, des centres-villes gentrifiés, cela porte un coup évidemment au commerce, cela porte un coup aux familles. Alors évidemment, il ne faut pas non plus, on n'est pas pour le tout bagnole comme vous le sous-entendez, monsieur, mais moi je veux aussi ici défendre la voix des habitants des grandes couronnes qui, sans leur voiture, et s'ils ne peuvent pas aller à Paris ou en petite couronne, sont assignés à résidence. Ce sont déjà eux qui souffrent du moins d'accès aux services publics. Ils ont souvent très peu de gares. Vous parliez du Grand Paris Express, en Seine-et-Marne, c'est encore pire puisque c'est la moitié de l'Île-de-France, 49,5%, et nous n'aurons que 2 gares, celle de Champs et celle de Chelles, qui en réalité existent déjà avec 0 voie de kilomètres du Grand Paris Express. Pourtant, nous payons les mêmes impôts. Donc, nous avons remporté à l'Assemblée nationale une victoire qui a été, comment dirais-je, escamotée par le Premier ministre Lecornu, qui a remis après les municipales, certainement par peur et par crainte du résultat, la loi sur la simplification économique qui comprend la suppression des ZFE. Nous espérons qu'après les municipales, cette loi sera réinscrite à l'ordre du jour pour redonner un peu de dignité aux Franciliens. La suppression des zones à faible émission, Paul Vannier.
Nous sommes pour un moratoire, parce qu'au fond, nous défendons une écologie populaire. Il faut bien sûr réduire la part de l'automobile. Elle tue par la pollution qu'elle génère, elle crée des nuisances sonores notamment. Il y a des centaines de milliers de Franciliens qui vivent près d'axes autoroutiers et ça pourrit la vie. Mais bien sûr, on ne peut pas du jour au lendemain, en frappant en particulier les automobilistes les plus modestes, qui seraient les premiers concernés, interdire l'accès au fond à l'emploi, à l'activité, à des millions de ceux qui vivent ici. Donc, moratoire sur cette mesure et développement des transports en commun. On est davantage dans une compétence régionale, encore que les communes peuvent aider à de la gratuité, notamment pour les plus jeunes, pour les plus modestes. Et nous souhaitons encourager le développement des transports en commun, avec bien sûr des infrastructures qui doivent être financées. Et je le dis, on sort des compétences de la commune, mais c'est ça le contexte francilien. Regardons aussi la logique de privatisation, parce qu'au fond, c'est celle qui est celle de nos services publics, y compris à l'échelle locale. On a une privatisation des transports, notamment des bus en Ile-de-France, qui a commencé d'ailleurs par la Grande Couronne, par le Val d'Oise notamment. Elle est catastrophique. Elle a conduit à une dégradation considérable de la qualité du service, à une dégradation des conditions de travail des chauffeurs de bus. Et quand on détruit les réseaux de transport en commun, eh bien, les Franciliens n'ont plus que la voiture pour circuler. Vous voyez qu'il faut de la cohérence. Et je le dis aussi, on ne peut pas en même temps rejeter les mesures d'encadrement des prix des loyers, de densification qui sont nécessaires et se plaindre ensuite qu'il y a des mobilités extrêmement importantes avec des Franciliens qui sont contraints de faire 1 heure, 1 heure et demie de transport par jour. Il faut une politique globale, d'ensemble. Là encore, on est plutôt à l'échelon régional, mais bien sûr, les maires peuvent agir, notamment sur cette gratuité des transports. Alexandre Touzet, alors peut-être déjà une réaction à la privatisation la mise en concurrence du réseau de transport, c'est le terme un peu plus précis, qui a été opéré par Valérie Pécresse. Moi, je suis dans le sud, on ne parle pas ni de transport public, ni de transport, parce qu'on n'en a pas. Voilà. On n'a que notre voiture pour se déplacer. Donc, ces débats-là, je veux dire, c'est des débats très parisiens. Moi, mon sujet, là où j'habite, je vais vous dire, c'est que la solidarité territoriale entre la métropole et le territoire élargi n'existe pas aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a beaucoup investi, et je trouve ça normal, là où les secteurs sont denses. Et c'est normal, sur du transport lourd, il faut qu'on privilégie là où les secteurs sont denses, mais on n'a jamais pensé la mobilité publique dans les secteurs périurbains et ruraux. Et je pense qu'il faut qu'on avance très significativement sur un certain nombre de sujets. C'est les cars express qui permettent, parce qu'il y a des secteurs où on ne pourra pas faire du tramway, il n'y a pas assez de densité et en termes d'argent public. Qui sont progressivement mis en place par, par votre président de département. La question du transport à la demande et la question de la mobilité électrique. Parce que je trouve injuste qu'on finance de façon équivalente de la mobilité électrique quand vous êtes à Paris, vous avez tout un réseau de transport, et quand vous habitez chez moi, vous avez la gare à 10 km. Et puis la deuxième chose, je pense qu'il faut aussi qu'on réfléchisse à l'organisation du travail sur la région Île-de-France. On peut, je pense, réfléchir avec les entreprises à la question du télétravail, à la question des horaires de travail, à la question d'avoir peut-être des bureaux qui sont décentralisés. On a tout concentré sur la métropole et je pense qu'il faut réfléchir, comme la question du logement, une question d'aménagement du territoire qui permette aujourd'hui, quand on est artisan ou qu'on travaille dans un commerce, bien sûr, on doit être sur place. Il y a beaucoup de métiers aujourd'hui où on peut télétravailler, où on peut télétravailler sur du foncier commercial qui serait dans les départements et partagé entre les entreprises. On peut travailler sur les horaires de travail. On a une vie dans les entreprises qui est parfois... tout le monde arrive à cette heure-là, tout le monde part à cette heure. Oui. Enfin, je pense qu'on peut essayer de réfléchir à une meilleure organisation aussi du déplacement. Catherine Ibled, entre le besoin des villes de se fermer quand même à la circulation automobile et le besoin des habitants de grande couronne, mais aussi parfois de moyenne couronne, d'avoir leur véhicule pour se déplacer, comment est-ce qu'on répond comment est-ce qu'on fait correspondre ces deux besoins ? Alors déjà, ça ne vous aura pas échappé que le prix du pétrole a flambé récemment et que donc ça, c'est aussi un vrai sujet. On ne peut pas être dépendant de manière systématique au pétrole aujourd'hui. Aujourd'hui, quand vous faites le plein, vous dépensez en moyenne 15 € de plus par plein. Donc ça, c'est un vrai sujet pour tout le monde. Donc le sujet, c'est de voir comment on peut proposer des solutions alternatives. Ça peut être, par exemple, la création de parkings relais pour permettre aux personnes qui sont, par exemple, dans vos régions, de pouvoir aller jusqu'à une gare
en voiture, pouvoir se garer et ensuite pouvoir prendre les transports en Il y a commun. un peu plus de 20 000 places gérées par Île-de-France Mobilité. Voilà, mais donc du coup, il faut augmenter ces parkings relais pour que, effectivement, les Franciliens qui sont éloignés puissent rejoindre une gare pour pouvoir rentrer soit dans le Grand Paris, soit dans Paris. Nous, on a aussi pour projet de développer, comme vous, le bus pour limiter effectivement aussi la pollution au cœur de Paris, puisque le bus est une alternative propre qui permet de circuler dans Paris. Et surtout, en fait, l'objectif, c'est de renforcer les transports en commun. Et on doit être capable de se mettre tous autour de la table, soit à l'échelle du Grand Paris, soit à l'échelle de Île-de-France Mobilité, pour renforcer l'ensemble de ces transports. Peut-être même aussi revoir les tarifs des transports. Aujourd'hui, on a 2 tarifs, un tarif en tout cas pour nous, pour le métro, un tarif pour le bus. Les tarifs sont assez élevés. Donc voilà, donc je pense qu'il faut se mettre autour de la table. Nous, on le fera pour Paris, pour rendre les transports plus fiables, moins onéreux et plus présents, avec un rythme plus précis, plus régulier surtout. Émeric Derox. Oui, rapidement, sur la question de l'aménagement du territoire, nous portons depuis longtemps au Rassemblement national un projet, une idée de démétropolisation. Il n'est pas normal que tout soit concentré à Paris, les emplois, les richesses, qui forcent certains en Seine-et-Marne à faire 2 heures, 2 heures et demie aller et retour. J'ai des gens de ma famille qui ont fait ça pendant 30 ans, ça use complètement. Donc il faudrait par exemple, en Seine-et-Marne, j'y reviens, un territoire qui est gigantesque, développer une zone économique autour de Marne-la-Vallée, qui serait un peu le pendant de la Défense dans l'Est. Ce serait quand même difficile d'accès aussi pour le sud Seine-et-Marne, pour le coup. Non, pas spécialement. On pourrait y aller pour le coup en transport. C'est quand même tout de même beaucoup moins loin que d'aller à Marne-la-Vallée que d'aller à Paris avec tous les bouchons, etc. Donc évidemment, si on continue à tout concentrer à Paris, on aura toujours ces mêmes discussions et ces mêmes problèmes. Est-ce qu'il n'y a pas quand on parle de mobilité, est-ce qu'il n'y a pas une question autour aussi de la gouvernance ? En Ile-de-France, les transports, ils sont gérés par Île-de-France Mobilité, mais ce n'est pas les mêmes qui gèrent la voirie, qui gèrent la place de la voiture en ville. Or, dans les autres territoires de France, en général, ces thématiques, elles sont gérées par la métropole. Est-ce qu'il faut... Personne ne va remettre en cause Île-de-France Mobilité, mais est-ce qu'il ne faut pas se servir, par exemple, se saisir de la réforme du Grand Paris qui a été annoncée par Sébastien Lecornu pour simplifier le millefeuille territorial, pour évoquer aussi cette question de la compétence sur les mobilités, la compétence sur la voirie, par exemple. Aujourd'hui, c'est géré au niveau du Grand Paris par les territoires, par les agglomérations aussi un peu plus loin, ou par Paris. Est-ce qu'il faut se saisir de cette question-là ? Et d'ailleurs, qu'est-ce que vous attendez de cette réforme du Grand Paris ? Qui veut s'exprimer en premier sur cette question-là ? En tout cas, ce qui est évident sur Île-de-France Mobilité, et on le voit également dans nos permanences, c'est qu'il y a une déconnexion avec les usagers. C'est-à-dire que comment c'est possible qu'un maire qui écrit, qui dit « comment ça se fait que moi, il y a des gamins qui voient des bus passer pleins, qui ne peuvent pas aller au lycée, ça ne leur impacte leur dossier sur Parcoursup ». Et du coup, c'est au maire d'écrire. Donc il faut effectivement qu'Île-de-France Mobilité prenne conscience qu'il rend un service à la population et qu'il doit rendre des comptes. Donc moi, j'estime qu'il devrait y avoir sur les territoires au moins une réunion publique par an où on explique effectivement quels sont les horaires, quelle est la fréquentation. Il faut qu'ils rendent plus de comptes. Ça, c'était une parenthèse, mais je trouve qu'il y a une déconnexion un peu trop forte entre comment on dirige ce service public et les usagers. Sur le Grand Paris, on voulait simplifier le millefeuille territorial, on fait que rajouter des couches finalement. On a rajouté Grand Paris, on a rajouté les agglomérations. Et ça, il y a la métropole du Grand Paris, l'intérieur, il y a 12 territoires, dont Paris, qui n'est pas un territoire. Et puis dessus, il y a les départements, la région. Je vous laisse continuer. Moi, ce qui m'interpelle beaucoup, c'est la question plus proche de nos territoires, des intercommunalités, qui sont... Là, vous voyez qu'on va voter dimanche pour les intercommunalités. Il n'y a pas de programme, il n'y a pas d'équipe constituée, et pourtant, c'est des compétences qui sont extrêmement fortes sur les communautés d'agglomération. Et donc, moi, c'est plutôt ça qui m'interpelle. On parle de nouvelles réformes du Grand Paris. Moi, c'est plutôt la question de ces agglomérations-là, de leur légitimité démocratique. Certes, il y a des élus, mais les conseils, c'est quand même beaucoup des chambres d'enregistrement, et je passe sous le contrôle des élus locaux, mais il n'y a pas de vrai débat politique, d'orientation, de projets qui sont portés avec débat contradictoire. Donc moi, c'est plus le fonctionnement de ces agglomérations qui me pose question, plus que est-ce qu'on rajoute une couche ou est-ce qu'on ne rajoute pas une couche. Alexandre Touzet, je vous vois réagir. Oui, ça dépend. Moi, j'appartiens dans une communauté commune. Je peux vous dire qu'on est des maires ruraux et je peux vous dire qu'on
qu'on a des débats et des soirées extrêmement animées, qu'on rend compte à nos habitants, ou qu'on rend compte à nos conseils municipaux. Enfin, moi, je fais des réunions de hameaux, j'en parle, parce qu'on a des compétences, notamment sur le périscolaire. On est une communauté commune très intégrée et on en parle. Pour le Grand Paris, moi, je pense qu'il faut faire très attention. Il y a une solidarité territoriale. Et on voit bien aujourd'hui qu'on ne se parle pas assez suffisamment en Île-de-France. C'est-à-dire qu'on va parler de la question du périph', on ne va pas questionner les franges de l'Île-de-France. Et il faut qu'aujourd'hui, qu'on coordonne au niveau francilien à la fois la question du logement, enfin l'organisation de l'aménagement du territoire et la question du transport. Il ne faut pas que ça soit séparé. Sinon, et du développement économique, et il ne faut pas multiplier les bidules. Voilà. Parce que je pense que ça devient de plus en plus... Par exemple, la réforme du Grand Paris, vous en attendez quoi? Alors c'est vrai que vous n'êtes pas concerné dans votre... J'en attends plutôt des choses nuisibles pour mes territoires, c'est-à-dire qu'on ne se parle plus. Et je pense qu'on est un territoire francilien avec une cohérence. Il faut qu'on ait une politique d'aménagement du territoire, une politique du logement, une politique du transport qui soit définie en termes démocratiques par la région. Aymeric Durox. Non, mais la réforme du Grand Paris, c'est clair, le Grand Paris doit être supprimé ou fusionné. C'est une couche supplémentaire qui n'a apporté absolument rien. Les compétences se rejoignent avec la région, donc il faut soit fusionner les compétences avec la région, soit supprimer. Il y a 200 millions de budget qui recoupe sur l'aménagement du territoire à peu près les compétences de la région. Il y a, je crois, une vingtaine de millions d'euros pour les indemnités des élus, qui ne servent pas à grand-chose. Donc honnêtement, ça ne sert à rien. Et pour la Seine-et-Marne, encore plus, puisque nous payons des taxes pour le Grand Paris, alors que je l'ai dit tout à l'heure, nous ne bénéficions d'aucune infrastructure du Grand Paris. Par contre, si on a du Grand Paris, on a les déchets. Pas la métropole du Grand Paris, pour le coup. La métropole du Grand Paris, oui, la métropole du Grand Paris n'a aucune incidence sur la Seine-et-Marne. Par contre, ce qu'on a du Grand Paris Express, c'est les déchets, ça c'est sûr. Donc pour nous, suppression ou fusion. Paul Vannier, rapidement, parce que vous êtes en avance. Quand même. Très rapidement, puisque M. Durox parle des indemnités des élus du Grand Paris, indiquer à nos téléspectateurs que partout où des maires Rassemblement national sont élus, ils augmentent leurs indemnités. Et souvent, non, c'est faux. Les impôts fonciers et l'augmentation des tarifs tarifs de la cantine du périscolaire. Ça, c'est certain. Et c'est vrai que nous en avons peu, et nous allons en avoir beaucoup cette fois-ci. Et quand vous en avez à Vitesse-Saint-Georges, ils sont virés par vos propres amis à coups de pied dans les fesses. C'est arrivé à M. Lougoyard. Voilà, vous n'en aurez pas beaucoup, à mon avis. Pour vous répondre heureusement pour la France. Je comprends que vous soyez gêné, M. Durox. Je ne suis pas gêné du tout. Pour vous répondre sur la question du Grand Paris, je ne crois pas du tout que ce soit la priorité des Franciliens, encore moins des Français. Moi, la préoccupation qui sera la mienne, c'est celle du contrôle démocratique. Puisqu'on a en effet un millefeuille territorial. Il y a beaucoup de débats qui se tiennent dans une forme d'opacité, sans compte rendu, sans transparence. Et si le Grand Paris était fusionné, était dissous, la question pour moi serait celle du transfert des compétences que cette strate assume aujourd'hui et vers quelle instance. Est-ce que ces compétences seront transférées vers une instance démocratique avec une élection de l'Assemblée délibérante, avec des élus qui rendent compte? Ce sera ça le critère pour nous dans le débat parlementaire. Et aujourd'hui, ce texte dans la métropole de Lyon, où les habitants votent pour la métropole. Oui, il y aura 3 élections d'ailleurs à Lyon. C'est vrai, vous avez raison. Catherine Ibled, quand même, on va vous entendre sur ce sujet, puisque vous êtes l'élu particulièrement concernée autour de cette table sur la réforme du Grand Paris, parce qu'elle concerne aussi la ville de Paris. Bien sûr. Est-ce qu'il faut plus de gouvernance métropolitaine? C'était un peu évoqué. Alors, en fait, la réforme du Grand Paris, moi j'entends parler de contrôle, d'opacité. Moi je pense qu'en fait, il faut moins de centralisation et il faut surtout plus de propositions concrètes, parce qu'en fait, c'est ça qu'attendent les Franciliens, les Parisiens sur leur vie de tous les jours. Et donc, la réforme du Grand Paris, c'est vraiment essayer de trouver des solutions pour pouvoir faire de manière très concrète des propositions, comme le disait monsieur, sur le logement, sur la sécurité, sur, pareil, la mobilité, et ne pas rentrer dans des considérations d'opacité, de politique, de contrôle. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, les Franciliens, ils en ont marre d'avoir des grands discours. Ce qu'ils veulent, en fait, c'est des solutions et avoir des solutions pragmatiques avec des gens qui répondent à leurs besoins. C'est ça, la réforme du Grand Paris qui sera mise en place. Peut-être une dernière question. On parle du Grand Paris dans les territoires plus ruraux. Ce sont les intercommunalités. Aymeric Durox, vu que vous avez un peu de retard, je vais vous redonner la parole. Le principe de l'intercommunalité, est-ce qu'il est bon, selon vous, ou pas ? Pour certaines compétences, oui, tout à fait. Pour éventuellement la gestion de l'eau, la gestion de la scolarité, certaines compétences qui dépassent des petites communes en Seine-et-Marne qui font 200, 300, 400 habitants et qui n'ont pas les moyens face à une technocratie de plus en plus importante, de plus en plus compliquée. J'ai été élu communautaire dans ma carrière et j'ai vu
qu'en effet, ça peut apporter un certain nombre de bienfaits. Néanmoins, ça apporte aussi du gaspillage parce que chaque président d'Interco veut son hôtel d'Interco, c'est encore 2-3 millions supplémentaires. On a vu aussi un accroissement des effectifs territoriaux. Donc ça rajoute malgré tout encore de la dépense publique, alors que je pense que la France meurt de cette dépense publique. Merci beaucoup à vous d'avoir participé à ce débat. On arrive à la fin de cette émission. Débat qui sera à revoir sur la plateforme France.tv et sur la chaîne YouTube de France 3 Paris Île-de-France. On rappelle que le premier tour des municipales, c'est dimanche. On vous propose d'ailleurs une grande soirée électorale sur notre antenne à partir de 19h50, présentée par Marlène Blin, William Bonky et Carla Carrasquera. Tout de suite, l'information continue sur France 3. Vous ne retrouverez pas votre journal habituel en raison d'un mouvement de grève au sein d'une partie du personnel de France Télévisions. Merci en tout cas de nous avoir suivis. On vous souhaite une très bonne soirée et merci encore à vous. Merci. Et bonne campagne pour ceux qui sont concernés par la campagne électorale. Merci. Merci.